Alors, le prochain présenteur, c'est Dr. Michel White, un ancien mentor de moi à l'Institut de cardiologie. J'imagine que plusieurs parmi vous le connaissent. C'est un professeur titulaire à l'Université de Montréal qui travaille en insuffisance cardiaque, en recherche clinique en insuffisance cardiaque, qui a fait son fellow à Colorado avec Dr. Bristow. Et depuis son retour, est devenu un chercheur national et international au niveau de l'insuffisance cardiaque, qui présentement a une chaire institutionnelle en recherche clinique en insuffisance cardiaque à l'Institut, avec un intérêt au point de vue de la pathophysiologie, les mécanismes, les neurohormones chez les patients en insuffisance cardiaque, en particulier les patients avec fraction d'éjection préservée aussi. Qui a publié beaucoup sur plusieurs sujets au sujet de l'insuffisance cardiaque, qui va nous parler aujourd'hui des différents cas un peu problématiques, comme il y a écrit là-dessus, des cardiomyopathies un peu moins fréquentes, un peu rares, celles qui nous causent de faire un peu comme ça quand on les voit aux cliniques d'insuffisance cardiaque et les approches vers ces patients-là. Alors, merci, Michel, pour venir. On va recommencer ça pour 30 minutes. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous présenter, de parler aujourd'hui. Écoutez, c'est le plan de la présentation. J'ai 30 minutes pour faire le tour d'un sujet relativement vaste, mais vous allez voir, ça va bien se passer, ça fera pas mal. Je vais commencer avec un cas clinique problématique. Je vais ensuite de ça discuter avec vous comment approcher les cardiopathies moins fréquentes, comment les classer dans notre tête, en fait. Les myocardites et le ventricule gauche non compacté. J'ai choisi 2 cas à vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y en est, parce que les myocardites, c'est toujours un sujet de discussion puis d'interrogation. Et le ventricule gauche non compacté, plus ça va, plus on en entend parler. Alors, vraiment, et ensuite de ça, certaines particularités thérapeutiques, ce qu'on connaît et ce qu'on va peut-être connaître. Alors, je commence avec un cas clinique. C'est une patiente de 44 ans qui a un lymphome B à grande cellule en 2009, pour lequel elle a reçu un CHOP à raison de 300 grammes par mètre carré. Ça s'est passé finalement en 2009 et 18 mois après. C'est présenté à Saint-Hyacinthe dans un tableau de choc cardiogénique. La patiente nous a été par la suite transférée chez nous le 10 décembre 2010 dans une condition assez pitoyable. Le NT-proBNP était à 23 000 +, la troponine était à 4,52 pour une limite supérieure à 0,03. Donc, c'est très élevé. L'écho révélait une fraction d'éjection de 10 un bon VD par ailleurs. On fait une hémodynamie en raison des troponines très élevées, coronaire normale, pression télédiastélique du ventricule gauche, 35 mm de mercure. Il y a un HeartMate 2 installé le 16 décembre, la journée de ma fête. Il y a un congé de domicile le 19 janvier 2011 avec le système de HeartMate et le tout se déroule relativement bien. Alors, ça, c'est la biopsie, la pathologie de ce qui a été pris lors de l'insertion du HeartMate 2. Alors, les gens sont moins familiers avec ceci, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une infiltration de cellules relativement denses, relativement homogènes, avec quand même perte de continuité des cardiomyofibroblastes. Ici, vous avez un cardiomyocyte dans lequel il y a discontinuité, donc une infiltration relativement importante. Donc, ceci signe une myocardite, finalement, lymphocytaire aiguë. Et si on voit un peu plus proche de quoi il s'agit, on peut voir quand même qu'il y a une destruction des cardiomyocytes avec discontinuité de l'architecture normale de ces cellules-là. Alors, le patient est stable sur HeartMate 2 jusqu'en août 2011 et on répète un écho qui nous révélait, grosso modo, à quelques reprises, une fraction d'éjection autour de 45-50 %, une valve aortique qui ouvrait à chaque 3 battements, ce qui est à peu près ce qu'on veut retrouver pour un HeartMate 2 pour éviter la fibrose et la régurgitation valvulaire. Et finalement, en août, la fraction d'éjection a passé de 45 à 30 %. La valve aortique est maintenant immobile, ne s'ouvre absolument pas. Tout le support est fait par le HeartMate 2. Et la patiente commence, en dépit de la machine, de présenter un tableau de défaillance cardiaque et les troponines sur 0,74, donc très élevé. La patiente est donc admise le 26 août 2011. La milrinone intraveineux est commencée, la TV incessante. Il y a une manœuvre diagnostique et un traitement ciblé qui est déjà commencé. On se courait finalement au New England. Mais on fait une biopsie endomyocardique. On ne voit pas très bien ici, mais je vais vous rapprocher
de choses assez intéressantes qu'on peut voir. Alors, à ce moment-ci, la seule chose qui demeure au niveau de la pathologie, au niveau des cellules contractiles, le cœur est spécialisé en faisant des cellules qui vont bien sûr faire de la contraction, c'est ces bandes roses-là. Tout le reste est disparu. Alors, et vous voyez ici bien, des cellules, grandes cellules dans lesquelles il y a plusieurs noyaux. C'est une myocardite à cellules géantes. Alors, vous avez ici, encore une fois, des grands noyaux dans une cellule relativement bien délimitée. Un autre noyau ici. Et si on rapproche à plus fort grossissement, on peut voir très, très bien, finalement, ces cellules géantes-là, par ici. Il y en a une ici, il y en a une ici, il y en a une ici. Donc, c'est une myocardite à cellules géantes avec quasiment plus finalement, de cellules contractiles de myocytes cardiaques. Alors, la patiente est listée d'urgence pour greffe cardiaque. À ce moment-là, une transplantation cardiaque qui a eu lieu le 10 septembre 2011 avec une évolution malheureusement orageuse et fatale pour cette personne-là en plusieurs semaines. Alors maintenant, quand on parle des cardiopathies plus rares, on pourra dire, mon Dieu, de quoi allons-nous parler? C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Est-ce qu'il y a raison d'avoir peur ou encore de voir, lorsqu'on fait ici l'ascension du Torong de la Passe au Népal, de voir un beau lever de soleil pour dire, bien, il y a peut-être moyen de décortiquer ça dans notre tête pour arrêter d'avoir peur puis essayer d'y comprendre un petit peu plus. Bien, écoutez, si on regarde Bras Noir, qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau de la classification des cardiopathies? Bien, il y a des étiologies génétiques, mixtes ou encore acquises. C'est une façon de les catégoriser. Ici, dans les génétiques, bon, là, les cardiopathies hypertrophiques, la dysfonction arythmogénique du ventricule droit, le ventricule gauche non compacté, certaines maladies d'écogènes, maladies de conduction, des maladies mitochondriales rares et, en fait, les chanellopathies qui sont souvent associées à la mort subite ou encore des électrocardiogrammes très anormaux. Vous avez peut-être entendu parler du syndrome de Long-QT et de Brugada. Les maladies mixtes qui peuvent être des maladies de cardiopathie dilatée ou restrictive, non hypertrophiée et non dilatée, ou d'autres maladies acquises, dont les myocardites, le Takotsubo, péripartum, induite par la tachycardie ou encore des gens qui ont des enfants de mères diabétiques qui ont une cardiopathie diabétique à très jeune âge. C'est une façon de le catégoriser. Il y a d'autres façons de le caractériser dans lesquelles on les regarde par rapport à ce qu'on voit au niveau du phénotype, c'est-à-dire comment ils sont présentés. Alors, il y a les cardiopathies dilatées. Laissez faire tous ces détails-là, c'est relativement laborieux et pas tout à fait utile ici. Des cardiopathies hypertrophiques, des cardiopathies restrictives, qui ne sont pas toujours faciles de différencier les unes par rapport aux autres. Cardiopathie hypertrophique versus restrictive. Il y a bien sûr la cardiopathie arythmogénique, disent, du ventricule droit, et les cardiopathies qui sont dites non classifiées. Un peu comme le Dr Sénéchal l'expliquait tout à l'heure, il y a des problèmes valvulaires qui ne sont pas classifiés dans la classification de Carpentier, mais il y a des cardiopathies qui sont dites non classifiées. Ça, c'est une façon. Ensuite de ça, on peut y aller par étiologie. Alors, ça, c'est la précédente était vraiment le phénotype. Qu'est-ce que ça a l'air à l'écho, à la résonance, à l'imagerie? Maintenant, on peut dire, bien, qu'est-ce que ça a l'air en fonction de certaines conditions spécifiques? Alors ici, on parle de maladie ischémique, prédominante ventriculaire, de type hypertensive, inflammatoire, dont les myocardites, métabolique. On en voit quelquefois, une des premières, des choses qui se voyaient dans le temps, c'était les béri-béri, par exemple, l'alcoolique. Mais il y a certaines maladies comme la thyrotoxicose, l'hypocalémie sévère, le magnésium, le sélénium, ou encore l'hyperthyrotoxicose, par exemple. Les maladies systémiques, où on parle de sarcoïdose ou leucémie, par exemple. Les dystrophies musculaires, c'est un très, très, très gros chapitre dans les cardiopathies quand même moins fréquentes. Les maladies neuromusculaires comme l'ataxie de Friedreich et le syndrome de Noonan. Les maladies d'hypersensibilité, que ce soit alcool, le phéochromocytome, aux anthracyclines, qui est la chimiothérapie que notre patiente avait au départ, ou encore péripartum. Donc, on peut les classifier de différentes façons. Ça peut devenir un peu confus, mais je trouve que cette classification-là, par rapport à ce que ça a l'air en termes de l'éco-phénotype, c'est-à-dire ce qu'on peut voir en clinique, et l'étiologie au niveau causal, ça peut être très utile. Lorsqu'on regarde les myocardites, on va en parler pour quelques minutes. Bien, les myocardites, on peut les classifier, eux, si on divise maintenant dans les cardiopathies acquises de type inflammatoire, on regroupe la myocardite. Et la deuxième maladie que je vais vous parler un petit peu plus en long, c'est le ventricule gauche non compacté, parce qu'on en voit souvent. De toutes les cardiopathies, on pourra faire un symposium de 2-3 jours, il y en a tellement, il faut juste décortiquer ça un petit peu. Alors, les myocardites, il y a plusieurs étiologies. Alors, c'est sûr que lorsqu'on pense à une myocardite, on pense à un virus. Mais il y a plus que ça. Il y a des bactériennes plus rares, les champignons,
Et là, on parle surtout dans des cas de HIV, par exemple, ou des gens immunosupprimés. Les rickettsis, les spirochètes, il y a d'autres choses, des protozoaires, maladies de Chagas, drogue, allergies auto-immunes, maladies collagéneuses, sarcoïdes, radiation et d'autres causes. Mais on peut en parler aussi en termes de cellulaire. Alors, on peut parler de lymphocytique, de type cellule géante, éosinophilique ou encore de type granulomatose. On peut parler d'aigu, de fulminante et de chronique. Aigu, lorsque ça vient d'apparaître, fulminante avec une évolution extrêmement tapageuse, dans laquelle il y a chevauchement dans les définitions, ce n'est pas trop clair, et chronique lorsque ça se prolonge et le patient continue de rester en défaillance cardiaque. On va venir à notre cas tout à l'heure pour dire exactement qu'est-ce qui a pu se passer chez ces patientes-là qui est passé d'une lymphocytaire, dis-je, à une cellule géante. C'était ça un peu le problème. Il faut réaliser aussi que la survie n'est pas la même dépendant de quoi on parle. Okay? Si on regarde les pronostics, la péripartum est probablement celle qui a le meilleur pronostic, surtout avec la bromocryptine ces temps-ci, qui a l'air à donner des résultats très intéressants, alors que la pire semble être la cardiopathie qui est reliée aux infections, disent, de type HIV. Vous pouvez voir quand même que les problèmes reliés à la doxorubicine ou encore les maladies infiltratives ne sont pas vraiment très, très jojo et pas très, très loin des HIV, alors que la cardiopathie idiopathique semble quand même mieux évoluer. Donc, quand vous avez une cardiopathie, vous avez bien sûr l'idiopathique, vous avez les plus rares. Ça dépend un peu de quoi vous parlez, puis le substrat du patient. Dans le HIV, le patient est fortement immunosupprimé, qui peut expliquer pourquoi il va moins bien.